Moi, je n'arrive pas bien à comprendre si c'est de l'indécision ou du pragmatisme. Est-ce que, bon, c'est vrai que la situation évolue, il peut y avoir des événements qui poussent la France à intervenir, mais on a quand même un porte-avions, on a des frégates, on a une interopérabilité avec les Américains. Hein, les avions américains peuvent avoir les renseignements qui viennent du porte-avions. Donc, il y a une intégration qui est évidemment dans le cadre de l'OTAN, même si c'est pas dans le cadre de l'OTAN, c'est possible. Donc il y a des dispositifs militaires qui peuvent agir. Mais le président dit on est dans une attitude défensive. Ok, on est dans une attitude défensive, mais que se passerait-il si d'un seul coup il y a ce que je ne souhaite absolument pas, un drame sur une base française ou sur un navire français. Puis, la situation, elle, effectivement, je préfère penser moi qu'il s'agit de pragmatisme plutôt que d'indécision. Et puis il y a aussi excusez-moi, je vous coupe parce que le temps passe. Il y a aussi ce soulagement quand même pour ce qui est des rapatriements des Français. Sachez qu'un total de 4300 Français qui se trouvaient au Moyen-Orient lorsque la guerre a éclaté ont pu rentrer en France, dont 800 dans des vols affrétés par le Quai d'Orsay. Alors quel coût ont ces rapatriements? Combien l'État fait-il payer aux personnes rapatriées depuis les pays du Moyen-Orient? Quelle est la politique à ce sujet des autres pays européens ayant eux aussi des ressortissants coincés? On voit tout ça avec Iman Rachati. De retour en France, ces voyageurs ont réussi à quitter Dubaï, mais au prix fort. Cet étudiant est rentré par ses propres moyens via un vol commercial. Normalement, un billet avec Emirates, c'est aux alentours de 500-600 euros sur un vol direct. Et là, en tout cas, pour ma part, ça a été 1150 euros. Dans la grande majorité des cas, le coût du retour est assumé par les ressortissants français eux-mêmes ou par leur assurance. La prise en charge totale de l'État reste très rare. Si vous êtes rapatrié par la France, on va vous demander une participation financière. Ce ne sera pas le coût total de ce que ça coûte, entre 350 et 680 euros. Et c'est le minimum que peut faire le gouvernement français. 4300 personnes bloquées au Moyen-Orient ont pu rentrer en France. Ailleurs en Europe, le rapatriement des ressortissants européens vire au casse-tête. L'État belge, par exemple, demande 600 euros de participation aux frais de voyage depuis les Émirats jusqu'en Belgique, en plus de devoir payer près de 100 euros le trajet en bus jusqu'à l'aéroport d'Oman. Des coûts qui passent mal auprès des Belges coincés aux Émirats, mais rien de plus normal pour le ministre belge des Affaires étrangères. Ils se plaignent de coûts à devoir assumer et de trajets à faire en bus. Je n'ose imaginer ce que les Ukrainiens doivent en penser. Le gouvernement ne va pas se substituer à une agence de voyage. À Zurich, plus de 200 Suisses ont été rapatriés depuis Oman. Je me sens un peu plus détendu, un peu plus libre. Sur place, les médias ne montraient que des explosions. Ce n'est pas en continu, mais nous avons ressenti et entendu des vibrations. Le gouvernement suisse n'est pas obligé de payer le billet retour des 5000 ressortissants bloqués au Moyen-Orient. Un billet à plus de 1000 euros entre Oman et Zurich. Et puis sachez qu'un troisième vol affrété par le gouvernement pour rapatrier des Français depuis le Moyen-Orient arrivera demain matin à 5h20 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et on va terminer ce 23h comme on l'a commencé avec cette image en direct de Beyrouth. Beyrouth encore une fois frappée. On a vu les images impressionnantes de ces incendies en cours. Il y a 8 morts selon le dernier bilan qui est peut-être provisoire. 8 morts dans ces frappes israéliennes dans le sud du pays selon le ministère de la Santé. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce 8e jour de guerre au Moyen-Orient. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Vous aussi, vous avez déjà craqué pour un téléphone reconditionné parce que c'est moins cher, plus écolo, presque comme neuf. Sur le papier, c'est le bon plan parfait. Mais imaginez, au bout de quelques semaines, la batterie tient à peine la journée ou l'écran commence à bugger. Et là, vous vous demandez... Produit reconditionné, en cas de problème, est-il garanti? Les produits reconditionnés, c'est vrai qu'ils sont partout. Smartphones, ordinateurs, aspirateurs, consoles de jeux. Ce sont des produits d'occasion vérifiés, nettoyés, parfois réparés, puis remis en vente par un professionnel. Donc, c'est pas du neuf, mais c'est pas non plus de l'occasion vendue en l'état. Et côté garantie, beaucoup pensent qu'on est moins protégé. Sandrine Perrois de la CLCV démêle le vrai du faux.
Mon ordi reconditionné tombe en panne. Je dois en racheter un. Eh bien, c'est faux si votre achat date de moins de 2 ans. Quand vous achetez un produit reconditionné auprès d'un professionnel, vous bénéficiez exactement de la même garantie légale de conformité que pour un produit neuf. Elle dure donc 2 ans à compter de la livraison. Ma console reconditionnée s'éteint sans raison. Je dois prouver ce défaut pour faire jouer la garantie. C'est vrai ou faux, tout dépend de la date d'achat. Pendant les 12 premiers mois, la loi part du principe que le défaut existait déjà au moment de l'achat. Résultat, c'est au vendeur de prendre en charge la réparation ou le remplacement sans que vous ayez à apporter de preuves. Entre 12 et 24 mois après l'achat, la règle change. C'est à vous d'apporter la preuve que la panne vient bien d'un défaut de conformité. Alors pour éviter les mauvaises surprises, voici nos top conseils. D'abord, conservez la preuve d'achat. Sans ça, impossible d'activer la garantie et exiger une solution claire, réparation ou remplacement. En principe, c'est vous qui choisissez, mais le vendeur peut proposer l'option la moins coûteuse si l'autre solution est impossible ou disproportionnée. Retrouvez toutes ces infos sur inc-conso.fr. Du 6 au 15 mars, France Télévisions reste en piste pour les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Repousser les limites du possible, casser les codes. On sait qu'il y aura des surprises, de l'émotion. Avec 8 heures de direct par jour sur France 2, France 3 et en intégralité sur France.tv. C'est absolument incroyable. Un moment intense. Suivez les meilleures chances de médailles françaises. L'équipe de France est championne paralympique. Réagissez en temps réel grâce au live chat sur la nouvelle chaîne sport de France Télévisions, disponible sur notre plateforme 24 heures sur 24. Oh, quel moment de bonheur! Grand événement, grand frisson. Les Jeux paralympiques d'hiver, du 6 au 15 mars, en direct sur les antennes de France Télévisions. Sur France TV, rien ne se fait sans vous. Une question à poser, un avis à donner, une envie à partager? Appelez-nous au 3060. On est à votre écoute. C'est facile, c'est gratuit et c'est vraiment fait pour vous aider. 3060. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. Au Liban, l'armée israélienne a de nouveau frappé ce soir la banlieue sud de Beyrouth. Des infrastructures du Hezbollah ont été touchées. Un peu plus tôt dans la journée, Israël avait appelé les derniers habitants à évacuer la zone. De nouvelles explosions ont également été entendues ce soir à Téhéran. Plusieurs dépôts de carburant ont été visés. Enfin, conséquence de la guerre, les navires ne peuvent plus passer par le détroit d'Ormuz, ce qui complique l'acheminement mondial du pétrole et du gaz. Cela a déjà un impact sur les prix à la pompe. Au Liban, l'armée israélienne a donc mené ce soir une nouvelle série de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. Elle a touché un bastion du Hezbollah. Un peu plus tôt dans la journée, Israël avait appelé les derniers habitants de Beyrouth Sud à évacuer les lieux. Les frappes israéliennes qui ont également fait 8 morts ce samedi dans le sud du pays. Au total, près de 300 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre au Liban. Il y a également plus de 450 000 déplacés. Les autorités redoutent un désastre humanitaire. Luc Lacroix. L'est de la ville de Tyr, touché par une frappe. Le sud du Liban, principale cible de l'armée israélienne aujourd'hui. C'est la voiture d'Ali, ça aussi. Israël a lancé cette guerre au Liban après des tirs de roquettes du Hezbollah, dont cette région est un fief. Nous sommes allés à la rencontre des habitants qui ont fui ces zones pour se réfugier à Beyrouth. Ils sont chiites, comme le Hezbollah. Et ce dernier n'est pour eux pas responsable de l'escalade, car Israël menait déjà des attaques régulières sur le sud du pays. Dans ce cas, on a le droit de prendre tout ce que l'on peut et les frapper pour se défendre. Il y avait toujours des drones israéliens, des bombardements, des ciblages, il y avait des drones tout autour. Maintenant, au moins, c'est clair, c'est la guerre. Un discours largement partagé par les chiites, mais les autres communautés du Liban se montrent plus critiques.
Dans cet hôtel détruit d'un village aux portes de Beyrouth, la propriétaire, chrétienne. Je ne veux pas pleurer, je ne veux pas pleurer. Son hôtel a été ravagé par une frappe israélienne, mais Israël n'est pas seul coupable à ses yeux. Israël n'a pas le droit de bombarder qui que ce soit les chrétiens ou les chiites. Et en même temps, le Hezbollah n'avait pas le droit de nous plonger dans la guerre dans laquelle nous sommes. Depuis le toit de son immeuble, ce chrétien se désole des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. On peut le voir ici. Il est contre Israël, mais il estime que le Liban a été entraîné dans cette guerre qui n'est pas la sienne par le Hezbollah. Pour défendre le Liban, on est avec eux, bien sûr, mais pas pour faire la guerre pour le compte de l'Iran. Avec cette nouvelle guerre, on a l'impression que les chrétiens sont encore plus remontés contre le Hezbollah que lors de la précédente en 2024. En Iran, voici les toutes dernières images qui nous parviennent du pays, celle d'un dépôt de carburant en feu vers Sohanak, un quartier du nord-est de Téhéran. Une semaine après le début de la guerre au Moyen-Orient, les armées israéliennes et américaines, vous le voyez, ont de nouveau pilonné ce soir la capitale iranienne. Elles avaient déjà mené plusieurs frappes sur Téhéran dans la journée. Laurence Naon. Au 8e jour de guerre, Téhéran sous un déluge de feu. Scène de panique dans les rues de la capitale. Depuis hier, les frappes s'intensifient sur l'Iran. Ici, un commissariat. Là, un immeuble d'habitation filmé par la télévision d'État. Ses habitants sortent difficilement des décombres. Mon fils était dans sa chambre. Moi, je lisais le Coran. Et en un instant, tout a été complètement détruit. 3 ou 4 frappes nous ont touchés. Nous étions assis dans le salon avec les enfants. La nuit dernière, c'est l'aéroport international de Téhéran qui a été touché. 16 avions des gardiens de la Révolution ont été détruits. Un habitant que nous avons pu joindre nous décrit l'attaque. Le volume des frappes était très élevé, exactement comme il y a quelques nuits quand ils frappaient le bureau de Khamenei. C'était de cette ampleur-là. Pendant 4 à 5 minutes, ils ont frappé très violemment. Le but de cette vague de frappes, anéantir l'appareil militaire iranien. Les Israéliens ont visé l'état-major des gardiens de la Révolution, détruit des stocks de munitions et des bases de lancement de missiles, ainsi qu'un centre de commandement souterrain. 80 avions de chasse israéliens ont été envoyés dans cette campagne des dernières heures. Et Donald Trump promet de vendre 12 000 nouvelles bombes à son allié israélien. Il se félicite de cette première semaine de guerre. C'est incroyable. Nous avons éliminé 42 navires de la marine iranienne en 3 jours. Nous avons anéanti leurs forces aériennes et leurs systèmes de communication. Alors que Donald Trump exige une reddition inconditionnelle de l'Iran, le président iranien, lui, le martèle, son pays ne capitulera pas. Les ennemis peuvent emporter dans leur tombe leur souhait de voir le peuple iranien se rendre. Dans la journée, c'est aussi une centrale électrique à 140 km au nord-ouest de Téhéran qui a été touchée. Et les États-Unis menacent d'étendre encore leurs frappes. Et à propos de l'Iran, toujours, le président Massoud Pezeshkian s'est lui excusé auprès des pays du Golfe pour les frappes iraniennes qui les ont visées ces derniers jours. Mais cela n'a pas empêché Téhéran de continuer à bombarder ce samedi ses voisins. Les Émirats arabes unis annoncent que l'interception d'un missile a causé la mort d'une personne ainsi que des dégâts sans gravité sur une tour de Dubaï. Plusieurs drones et roquettes ont également été tirés sur l'Irak, faisant également un mort. Au total, depuis le début de la guerre, 13 personnes, dont 7 civils, ont été tuées dans les pays du Golfe. Autre pays qui vit au rythme des sirènes d'alerte, c'est Israël. Plusieurs explosions ont été entendues dans le ciel de Jérusalem ce samedi. Des sirènes ont également mis en garde contre un raid aérien dans la région de Haïfa, mais les autorités n'ont pas signalé d'attaque. La guerre menée par Israël contre l'Iran, qui n'est pas approuvée par l'ensemble de la population israélienne. Un rassemblement s'est tenu ce samedi devant la résidence de Benyamin Netanyahou à Jérusalem. Olivia Bizot s'y est rendue pour France 24. Israël vit un paradoxe frappant.
Plus de 80% de la population soutient l'offensive contre l'Iran, selon un sondage publié cette semaine. Pour beaucoup, c'est un combat perçu comme existentiel. Pourtant, cette union se fissure. Devant la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem, comme à Tel Aviv, la police a rapidement dispersé quelques dizaines de manifestants. Un mouvement modeste, mais qui dénonce l'épuisement social face à l'urgence militaire. Je vous propose d'écouter quelques-uns des témoignages recueillis sur place. Avec cette guerre, les gens ont oublié Gaza. Je pense que tout est sans dessus-dessous. Et être ici pour continuer à manifester, même s'il y a des roquettes dans le ciel, est une action essentielle pour tout citoyen responsable en Israël. Je ne soutiens pas la guerre et je pense que c'est super important. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour brandir cette pancarte. Peut-être naïve, arrêtez la guerre, mettez fin à la guerre, parce qu'on ne le dit plus assez et nous ne pouvons pas l'accepter. Je ne veux pas que la guerre devienne normale, ce n'est pas normal. Cela ne devrait pas être une situation permanente, il faut que cela s'arrête. Ce sentiment d'épuisement, bien qu'exprimé ce soir par seulement quelques dizaines de personnes, s'inscrit dans un contexte politique tendu. Alors que des élections se profilent et que son procès pour corruption reste en toile de fond, le Premier ministre israélien lie son avenir politique à une victoire totale contre l'Iran et à l'effacement du Hezbollah. Conséquence de la guerre au Moyen-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz, un passage essentiel au commerce mondial. Plusieurs milliers de navires se retrouvent bloqués. Parmi eux, une cinquantaine sont rattachés à des entreprises françaises. Quelle est la situation à bord? Nos confrères de France 2 ont réussi à joindre plusieurs marins. Des missiles au-dessus des cargos. Dans le détroit d'Ormuz, des milliers de navires à l'arrêt. À leur bord, 20 000 marins de toutes origines au cœur du conflit, comme cet ingénieur grec. Des pilotes de chasse. Sur les réseaux sociaux, il raconte son quotidien, rythmé par les alarmes et l'angoisse d'une situation qui dure.